Il existe beaucoup de mystères qui tournent autour de Hunter x Hunter, et peut-être encore plus autour de son auteur Yoshihiro Togashi, qui au final avait fait un retour en fanfare phénoménal sur Twitter au moment où il a annoncé la reprise de Hunter x Hunter. Sauf qu'il y a quelques jours, il s'est produit un truc complètement dingue qui a absolument retourné le manga game sur internet, et c'est justement cette chose qui a fait remonter une théorie qui était perdue depuis de nombreuses années, et qui justement concerne Togashi et tous les mystères qui l'entourent. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui je vais vous présenter l'une des théories les plus dingues et les plus impensables sur Hunter x Hunter et en particulier sur son auteur Yoshihiro Togashi. Vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment, vous ne devez pas vous rendre compte à quel point ce qui s'est passé dernièrement sur internet dans le manga game est en train de faire péter le crâne à tout le monde. Pour la faire courte, le dernier épisode de Jujutsu Kaisen est sorti il y a quelques jours à peine, et dans cet épisode, on retrouve des références absolument monstrueuses envers Togashi et surtout Hunter x Hunter. Et ces petits easter eggs et clins d'œil qu'on a eu justement dans cet épisode, ils sont tellement dingues que beaucoup de personnes ont commencé à remettre sur le tapis une très vieille théorie qui disait justement que GG Akutami, donc l'auteur mangaka de Jujutsu Kaisen, serait en réalité Togashi sous une fausse identité. Je vais être franc avec vous, cette théorie à la base j'y ai absolument jamais cru, je me suis dit que c'était vraiment trop gros pour que ce soit ça, et même si beaucoup de références et de trucs étaient extrêmement bizarres, je me suis toujours dit qu'au final c'était peut-être qu'une coïncidence. Ou plutôt mieux que des coïncidences, je pensais justement que GG Akutami, qui est extrêmement fan du travail de Yoshihiro Togashi, qu'il faisait régulièrement des petites références pour rendre honneur à son espèce de mentor, on va dire. Sauf que ce qu'on a pu voir ces derniers jours sur internet, c'est même plus des références à ce niveau-là, c'est carrément une espèce de même patte de l'auteur, c'est un truc que on se dit, mais même quelqu'un qui est ultra fan, il pourrait pas reproduire quelque chose d'aussi fou, quoi. Forcément, quand j'ai vu ça, ça a attisé ma curiosité, et j'ai commencé à rechercher directement tous les petits parallèles, toutes les choses que les gens, justement, avaient sous le coude pour justifier cette théorie, et au final, quand on redresse un petit peu le tableau, on se rend compte que, effectivement, il y a beaucoup de sacrés hasards. Avant qu'on y aille, je rappelle quand même que ce n'est qu'une simple théorie. Personnellement, j'ai encore un petit peu de mal à y croire. Dans tous les cas, je vais vous délivrer absolument tout ce que j'ai pu trouver. Et franchement, accrochez-vous ceinture parce que vous allez voir, c'est quand même sacrément étrange. J'en profite aussi pour vous préciser que mon frérot l'Instant Manga a enfin sorti sa chaîne One Piece. Il va faire plein de choses dessus, des théories, des reviews, ça va être juste un truc de fou. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez lui donner un maximum de force. Le lien de sa chaîne est dans la description. Le premier truc bizarre, c'est que le premier chapitre de Jujutsu Kaisen est paru au numéro 14 du Shonen Jump, pile au moment où Hunter x Hunter est entré dans son plus long hiatus en 2018. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais la raison des nombreux hiatus de Yoshihiro Togashi, c'est justement parce qu'il a des énormes problèmes de dos, et cela depuis plus de 20 ans. Sauf que le truc que les gens ont trouvé étrange, c'est que après le chapitre 400 de Hunter x Hunter, le tout dernier qu'on a eu à peu près il y a un an, Togashi est reparti en pause, a changé de magazine et de rythme de publication, juste au moment où Jujutsu Kaisen commence à enchaîner les chapitres à ce moment-là. D'ailleurs, pour le petit clin d'œil sympa, Hunter x Hunter a été publié en 1998 pour la première fois, et Jujutsu Kaisen en 2018, donc pile 20 ans plus tard. Pour continuer sur les dates un peu étranges, on rappelle que l'ouverture du compte Twitter de Togashi au moment où il a littéralement retourné internet et gagné 2 millions d'abonnés sur Twitter en 2 jours, eh bien c'était le 25 mai 2022, et ce qui est amusant, c'est que le Shonen Jump a annoncé la pause de Jujutsu Kaisen exactement le même jour. Je vous avoue personnellement, moi quand j'ai vu ces dates, je me disais bon, voilà, c'est assez amusant, mais clairement ça constitue pas une preuve que Togashi pourrait éventuellement être GG Akutami. Non en effet, parce que le premier détail qui a vraiment commencé à me surprendre, c'est quand je me suis intéressé à la cover du tome 11 de Hunter x Hunter, qui on le rappelle, était Kuroro qui se couvrait la bouche de sa main. Parce que ce qui est quand même incroyable, c'est que la cover du tome 11 de Jujutsu Kaisen, donc le même, eh bien c'est Nanami qui se couvre la bouche de la même façon que Kuroro. Si on s'intéresse maintenant à la section commentaires d'une Jump qui sort à chaque magazine, eh bien l'avatar de Togashi a toujours été un chien à lunettes, et l'avatar de Akutami a toujours été un chat cyclope qui possède donc un seul œil. Beaucoup voient donc cet animal chien et chat qui au final seraient des alter ego et qui auraient le lien justement avec les yeux, donc les lunettes et un œil.
Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'apparence, Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, c'est le seul mangaka dont on n'a absolument jamais vu le visage, car la seule fois où il s'est montré, il portait un cosplay de Mekamaru, un personnage de Jujutsu Kaisen. Au-delà des deux mangaka, les personnes qui ont essayé de prouver comme quoi ce sont les mêmes personnes se sont évidemment intéressées aux deux mangas distincts, et ils y ont vu beaucoup de choses intéressantes. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que Hunter x Hunter et Jujutsu Kaisen ont à peu près les mêmes qualités. Les personnages sont très bien écrits et ont souvent une grande profondeur pour certains d'entre eux, le scénario est cohérent mais va souvent prendre le lecteur au dépourvu, on a une absence assez régulière de power-up, des motivations originales comme celle de Geto, de Toji, de Gojo, ou pour Hunter comme celle de Jing, de Beyond ou même de Hisoka. Et forcément, qui dit qualité dit défaut, et évidemment, dans les deux mangas, on retrouve les mêmes pavés, les mêmes gros pavés de texte qu'on peut avoir, où littéralement on a presque l'impression de lire un roman, et c'est quand même cocasse de retrouver ça chez ces deux auteurs censés être différents. Et si on parle de ces deux mangas, on est obligatoirement obligé de parler du système d'énergie qui y est présent, à savoir le Nen et l'énergie occulte, qui sont tous deux systèmes d'énergie qui sont extrêmement complexes. Et ce qui va être vraiment très intéressant, c'est de se rendre compte que les fléaux dans Jujutsu Kaisen sont classés en catégories jusqu'à S, et on a exactement le même principe, avec quasiment le même nom, on appelle ça des fléaux et plutôt même des calamités, à savoir les calamités du continent caché qui elles aussi sont classées en catégorie de danger allant jusqu'à S. Si on reste dans le domaine des créatures, on a les bêtes de naine des princes de la guerre de succession qui font énormément penser aux fléaux protecteurs comme par exemple celui de Yuta. Et pour rester dans l'univers du continent caché, on a justement un easter egg du continent caché dans le chapitre 146 de Jujutsu Kaisen, juste après l'arc Shibuya. Akutami parle d'une terre d'aventure située à l'île Hokkaido au nord du Japon, un endroit où des exorcistes auraient dressé leur propre barrière de protection. C'est vrai que perso, j'ai toujours du mal à croire cette théorie, mais franchement, quand on commence à mettre un petit peu bout à bout tous ces éléments, on se dit « Waouh, c'est carrément plus des inspirations, là, on a presque l'impression qu'ils bossent sur la table d'à côté. » Et pourtant, on a encore quelques petites références, à savoir par exemple que le désir de vengeance de Kurapika pour retrouver les yeux écarlates et venger son clan de la brigade fantôme, eh bien ce désir de vengeance, on le retrouve également envers Sukuna pendant la traque mortelle, parce que tous les revenants volent la peau du roi des fléaux. On a aussi beaucoup de gens qui ont pointé du doigt la ressemblance de relation entre Gojo et Yoshinobu, qui ressemblerait un petit peu à celle de Killua et de Netero, cette espèce de duel un petit peu entre le jeune qui s'y croit un petit peu et qui ne respecte pas l'ancien qui, lui, a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et enfin, on a également des petites références, non pas à Hunter x Hunter, mais à Yu Yu Hakusho, qui est l'ancien manga de Togashi, où au final on retrouve le personnage de Suguru Geto, qui est une référence à l'un des grands antagonistes de Yu Yu Hakusho, qui s'appelle Shinobu Sensui, à savoir que les deux personnages ont servi l'humanité pendant des années pour au final la trahir et même finalement la haïr. Et enfin, la plus grosse référence qu'on peut trouver encore à Yu Yu Hakusho, c'est évidemment l'extension du territoire de Jujutsu Kaisen, qui est vraiment exactement la même que celle de Yu Yu Hakusho, avec des règles semblables et des exécutions semblables également. Et il existe encore forcément plein de références, surtout au niveau des planches, avec par exemple cette fameuse planche où on voit Finks qui tient son bras avec justement cet autre personnage qui a exactement la même posture, la scène où Gon et Yuji perdent complètement leurs moyens, où justement on voit qu'ils sont au bord du gouffre sur le point complètement de câbler, un personnage qui va énormément ressembler à la reine des Chiméras, cette planche absolument complètement identique à celle de Yorkshin City, une autre planche qui est carrément presque du copier-coller du moment où justement on introduit la jarre de Kakin, et cette dernière planche où justement on a Abengame l'exorciste qui au final a une espèce de créature un peu enlacée autour de lui, exactement comme pour Fujiguro. Si vous êtes arrivé là comme moi, vous devez trouver ça également étrange, vous dire ah ouais quand même ça fait un paquet de références, mais en soi ça prouve pas forcément que Gege Akutami c'est en réalité Togashi, parce que bon il y a peut-être pas mal d'hasard, et au final Gege Akutami c'est peut-être énormément inspiré de ce qu'a pu faire Togashi, c'est clairement possible. Alors personnellement je trouve qu'effectivement ça commence à faire beaucoup de références, beaucoup de choses qui se ressemblent, forcément quand on en a à ce point là, ça commence presque à devenir suspect. En tout cas je suis pas forcément entièrement convaincu que ces deux mangakas sont les mêmes personnes, mais par contre, ce que je vais vous présenter maintenant, là on commence à rentrer vraiment dans le haut du panier, le haut du game. Parce que là, les références que je vais vous montrer, qu'on a assisté il y a peu dans l'épisode de Jujutsu Kaisen, là c'est carrément des références où on se dit mais l'auteur il s'est démasqué. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est un level stratosphérique.
On se dit, il y a vraiment quelque chose de pas net. Voici donc ce que beaucoup de gens ont trouvé bizarre et où pour certains ont carrément pété leur crâne en voyant à quel point les références sont aussi fidèles. Je précise juste forcément que, évidemment, je vais parler de spoil, donc de choses qui se sont passées dans les derniers épisodes de Jujutsu Kaisen, donc voilà, maintenant au moins vous êtes prévenus. Dans l'épisode 21 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, on a Yuji Itadori qui affronte Maito, l'un des grands antagonistes du manga, et à ce moment-là, Yuji adopte une position d'attaque identique, mais vraiment complètement identique à celle du Janjanken de Gon. Franchement, quand on repasse la séquence, c'est vraiment carrément bluffant, parce que pour le coup, c'est absolument la même. C'est presque plus une référence à ce niveau-là, c'est vraiment du copier-coller. Et surtout, le truc qui est vraiment assez amusant avec ça, c'est que de base, Gon et Goji sont plutôt présentés comme des personnages insouciants, avec une force incroyable, donc qui suivent plus ou moins le truc un peu classique du shonen. Sauf que ce qu'ils ont exactement en commun également tous les deux, c'est que c'est des protas qui au final sont déconstruits pour avoir justement des crises mentales et carrément devenir violents au cours de leurs séries respectives. Par exemple, Yuji dans les événements actuels justement de la saison 2, et entre autres Gon, forcément, on pense au moment des Chimera Ant. Un autre élément qui a vraiment beaucoup surpris les gens dans cet épisode, c'est justement le moment où Maito est extrêmement mal en point suite à son combat, parce que beaucoup de gens se sont dit « Waouh, il ressemble énormément au Kaito rafistolé qu'on a vu après sa mort, que Pito justement a utilisé comme marionnette, avec toutes ces espèces de cicatrices qu'il a sur le corps, où il ressemble justement à une espèce de poupée. En fait, au-delà de la ressemblance physique, c'est un peu justement une ressemblance aussi au niveau du sort qu'il aurait réservé, dans le sens où, au final, Kaito, il a un petit peu, on va dire, perdu son âme, il a perdu, on va dire, la vie, c'est comme une espèce de coquille vide, et en soi, Maito, qui au final est un fléau, c'est un peu la même chose. En passant du côté des fléaux, il a perdu l'essence même de ce qui faisait de lui un humain. J'imagine également que vous avez remarqué que forcément, Maito, Kaito, les deux prénoms se ressemblent évidemment beaucoup. Et la dernière chose qu'on a assisté dans cet épisode et qui littéralement a fait soulever Internet, c'est au moment où Todo a fait une référence incroyable à Netero pendant son combat contre Meruem. Si vous vous rappelez bien, au moment du combat de Netero contre Meruem, Meruem s'est justement occupé de couper le bras de Netero en imaginant que sans l'un de ses bras, sa technique ne serait pas aussi efficace et peut-être même inutilisable. Et c'est à ce moment-là que Netero s'est écrié « Roi des fourmis chimères, crois-tu que je ne peux pas prier avec une seule main ? Une prière vient du cœur ». Ce moment de Hunter x Hunter était absolument magistral parce qu'il montre au final que le corps qui à la base sert d'outil et de vecteur pour le nen, donc qui est extrêmement utile, au final ce n'est qu'un simple outil par lequel Netero arrive à canaliser la force de sa déesse par la prière, donc au final il a une sorte de force spirituelle absolument gigantesque. Et bien la chose qui est extrêmement cocasse, c'est que au moment où Todo a affronté Maito, Todo a également perdu l'un de ses bras, tout comme Netero contre Meruem, mais surtout, il s'est écrié « Une main, c'est juste un accessoire, un applaudissement, c'est une manifestation de l'âme. » On retrouve exactement le même symbole, la même chose un petit peu spirituelle que Netero avec Meruem, où justement on fait comprendre que cette espèce de puissance qui peut émaner de notre corps, qu'on transmet à l'autre, que ce soit à l'ennemi ou à son allié, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre physiquement et qui restera indemne quoi qu'il arrive si on a la foi. Et ces références-là qu'on a eues dernièrement dans cet épisode, en particulier la dernière, c'est des références qui sont tellement incroyables, qui sont tellement personnelles presque, que beaucoup de gens se disent mais ça ne peut être fait que par une personne qui a déjà vécu cette histoire, qui l'a déjà transmise ailleurs en fait. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, en étant bien sûr le plus bienveillant possible, ça reste qu'une théorie bien sûr, donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.